Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de l'Omnipod. Aujourd'hui, on s'est rendu à Shawinigan pour rencontrer le Dr Picotte, qui est médecin de famille au GMFU de Shawinigan. On va parler du projet de loi 106, de ses implications et de pistes de solutions pour le futur. Nous tenions à préciser que cette plateforme est un espace d'échange. Les propos, opinions et points de vue exprimés n'engagent que leurs auteurs. Fonds FMOQ décline toute responsabilité en matière de contenu ou d'opinion partagée dans ce cadre. On espère que cette discussion va répondre à plusieurs de vos questions et on vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, Dr Picotte. Salut, ça va bien? Oui, vous? Je suis vraiment content d'être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vous êtes qui, vous travaillez où, premièrement? Oui, en fait, je suis médecin de famille. J'ai fait mon cours à McGill, puis ensuite, je suis venu à Shawinigan parce que je venais de Shawi, j'aimais la région. Puis j'ai commencé à travailler comme patron à l'urgence en faisant aussi du GMFU, fait que de l'enseignement, de la prise en charge de l'urgence. À un moment donné, je suis devenu chef du GMFU, j'ai bien aimé ça, la gestion. Puis tout récemment, j'ai abandonné l'urgence, ça fait 1 an, pour faire des soins palliatifs à domicile, en plus de continuer l'enseignement puis le bureau. Puis ça a été un autre niveau d'intensité, mais ça allait plus aussi avec ma vie de famille. Fait que j'ai bien apprécié un petit peu de changer complètement de domaine, puis de stimuler d'autres régions, mettons, de mon cerveau. Fait que c'est un petit peu ça, mon parcours. Il y a un constat qui se fait, il faut qu'on change les choses. Ça, on n'est pas contre, là. Vous, dans le fond, dans un de vos textes, vous parliez que la première ligne doit être plus forte. Est-ce que vous voulez un petit peu parler davantage de ça? Oui. En fait, on nie pas qu'il y a un problème. Tu sais, si vous parlez aux gens dans votre famille puis tout ça, il y a des gens qui n'ont pas de médecin, puis ça, c'est un chemin du combattant. Tu as un petit bobo, tu n'as pas de médecin, qu'est-ce que tu fais? Il y a le 8-1 option 3. Des fois, c'est long d'avoir un rendez-vous, des fois, tu n'en as même pas. Je sais parce que dans ma famille, même ceux qui ont un médecin de famille, des fois, il n'est pas toujours accessible. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec un médecin, ça va pas avoir 1 mois, ça va pas, tu peux-tu me dépanner? Fait que moi, je vois tout ça, les enjeux d'accès, c'est réel. Puis il y a 20% des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Comme je fais des soins palliatifs, récemment, j'ai eu des patients qui ils n'allaient pas bien, ils étaient stade 4 d'un cancer. Puis ils m'ont dit, moi, mon petit bobo, là, ça a commencé il y a un an, là. J'avais un petit bobo, mais ça me gossait un peu, mais c'était pas assez pour aller à l'urgence. T'sais. On s'entend, j'ai pas de médecin de famille. Mais si j'avais eu un médecin de famille, j'en aurais parlé. Mais là, je ne l'ai pas eu. Puis quand ça s'est empiré, puis c'est devenu trop tard, j'avais un stade 4. Il y a 2 patients dans les 3 derniers mois qui m'ont dit ça. C'est sûr que ça m'affecte beaucoup. Parce qu'on est là pour aider du monde. Fait que ça nous prend de l'accès. Puis je crois fondamentalement que tout le monde devrait avoir un médecin de famille. Pas juste un accès, mais un médecin de famille. Les gens en veulent un. Tu veux quelqu'un qui connaît ton dossier, qui connaît ton parcours, puis c'est un point de chute. Puis même si des fois tu vas aller consulter un physio, un spécialiste ou quelque chose, que l'information se ramène, puis que quelqu'un soit au courant de ta personne, puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pour moi, ça c'est fondamental. Mais il faut vivre avec le fait qu'il nous manque de médecins de famille, qu'il y a peut-être un 2000 médecins, 1500 à 2000 qu'on n'a pas, puis qu'on en a perdu beaucoup au cours des dernières années parce qu'on n'a pas recruté comme on voulait recruter. Puis que là, à ce moment-ci, quand on essaie de trouver des solutions, de dire que c'est le problème parce que les médecins sont paresseux puis qu'ils font pas le travail, là, c'est là que ça démotive, puis c'est là qu'on n'est pas d'accord sur la solution. Puis on peut parler un peu des médecins paresseux. Environ 30% des médecins feraient du temps partiel selon le gouvernement. Ah ouais, c'était beau. Ils ont nommé une étude du HEC. C'était beau. Puis ça paraît bien dans un grand titre. 30% des médecins sont à temps partiel. C'est à eux qu'on veut demander d'en faire plus. Puis tu sais, le salaire moyen, là, on dit des chiffres comme ça, des médecins, ça gagne 400 000, puis ça travaille 3 jours par semaine. Puis là, tu dis ça, c'est choquant. Tu dis, nos taxes sont dilapidées. Puis là, il faut comme dire, time out. Première chose, on en a parlé tantôt, la plupart des médecins sont payés à l'acte. Donc, s'ils ne voient pas de patients ou ils travaillent à temps partiel, ils ne font pas beaucoup de salaire. Puis quand on regarde les études de la RAMQ, là, les gens qui travaillent peu, là, les moins bien payés, là, 17% dans le fond qui travaillent moins bien, là, ils gagnent en bas de 85 000 par année. Là. Fait il y en a une minime partie qui travaille à temps partiel, mais ils ne coûtent pas 400 000 au système de santé. Ils ne gagnent pas beaucoup non plus. Ils gagnent qu'est-ce qu'ils produisent. Fait que ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les chiffres du HEC sur lesquels ils ont regardé la rémunération sont biaisés. Ils ont inclus dans ceux qui ont facturé tous les médecins. Donc, des médecins qui avaient un congé de maternité. Fait que je donne un exemple. Si moi, mettons, j'ai une collègue qui est enceinte, puis qui elle facture dans l'année, mais elle tombe enceinte, puis il faut qu'elle se retire au mois de juillet pour accoucher.
il considère que ce médecin-là était à temps partiel parce qu'il n'a pas travaillé beaucoup de jours dans l'année, comprenez-vous, des congés de maladie. Ils ne comptabilisent pas la paperasse, on le dit, on paye juste les médecins à l'acte. Fait que les gens qui font beaucoup de paperasse, c'est à peu près 20% du temps clinique, ce temps-là n'est pas considéré. Fait qu'il y a des gens qui ont des pratiques lourdes, les gens qui font des soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, les cas de CSST, il y a quand même de la paperasse à faire. C'est pas comptabilisé. Et tout l'enseignement préclinique, les enseignements dans l'université, les cours qu'on donne au campus, les fameux APE avec dans le fond, les étudiants en médecine, tout ça, c'est pas comptabilisé aussi. Fait que finalement, ça dresse un portrait quand on va avec la FMOQ leur expliquer, parce qu'on est rendu à expliquer des chiffres, là, attendez, là, voici, nous, notre interprétation de la situation selon la FMOQ. Quand on exclut les pré-retraités, les congés de maladie, les congés de maternité, puis qu'on regarde les gens qui font de l'enseignement, qui sont en train de travailler, mais c'est juste pas, ça paraît pas pour les yeux de la RMQ, il resterait un 5% de docteurs qui travaillent vraiment à temps partiel. Fait que là, tu dis, OK, est-ce que ce 5%-là va faire la différence? Les fameux paresseux, là, pensez-vous que c'est ça qui va sauver tous les patients orphelins puis qui va redonner un accès aux 20% de la population qui n'a pas de médecin de famille? Permettez-moi d'en douter. Okay. Fait que là, on est en train de fouetter là, toute une population de médecins en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas très bon puis c'est pas assez pour peut-être un 5% de gens. Puis là-dedans, dans le 5%, là, il y en a qui ont des situations particulières. Il y a des médecins qui sont malades. Il y a des médecins qui ont un enfant particulier, handicapés, des mères monoparentales qui ont 3 enfants qui doivent gérer toutes seules. Écoute, c'est jamais écrit là, quand tu t'appliques en médecine que tu ne pourras pas travailler à temps partiel, là, mais la majorité, c'est pas ça. Mais on me fait croire ça à la population. Puis une des plus belles statistiques que j'ai vues dans cette étude-là, je trouvais ça drôle parce qu'ils l'ont réanalysé, puis ils disaient finalement, c'est peut-être pas 30%, mais il y a peut-être 19% des médecins qui ne sont pas les plus performants. Tu sais, une espèce de phrase comme ça, mais ils ne disent pas dans les médias qu'il y avait ces 37% des médecins qui étaient ultra performants, qui prenaient, tu sais, des omnipraticiens qui prenaient juste une semaine de vacances par année. Fait que tu es en train de me dire que tu parles dans les médias du 19%, mais tu ne parles pas de ceux qui l'ont tatoué sur le cœur puis qui portent le système à bout de bras. Puis c'est ça la menace du projet de loi 106. C'est quand tout le monde a comme un feeling sur le terrain. Pourtant, on a l'impression de tellement travailler puis tellement se donner. Puis toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas assez puis c'est de la merde. Fait que là, quand on reçoit ça comme ça, on se sent mal. Puis quand on est un peu à bout, on se dit, ben parfait, man, si ce que je fais, c'est pas bon, je vais m'en aller. Mais si tu en écœures une couple qui font partie du 37%, là, imagine l'impact. Si tu en écœures juste assez, là, il y a 22% des médecins, là, actuellement, des médecins de famille qui ont un de 60 ans. Tu n'as pas besoin d'en écœurer trop, là. Ceux-là, là, ils peuvent s'en aller, là. Leur fonds de pension est fait, là. Ils sont pas là pour l'argent. C'est réglé, là. Ils sont là parce qu'ils veulent prendre soin de leurs patients puis ils veulent pas abandonner leurs patients. Mais si tu les écœures trop, eux autres, puis qu'ils s'en vont, là, il manquera plus juste 2000 médecins de famille au Québec, là. Il va peut-être en manquer 3000. Puis, est-ce que vous pensez vraiment que ça va aller mieux? Fait que quand je regarde le projet de loi, je suis inquiet, puis c'est pour ça que je l'ai beaucoup dénoncé sur les réseaux sociaux, puis dans les médias, puis j'ai même fait une lettre là, sur mon site Doc d'urgence, puis sur mon profil Instagram. C'était vraiment ce message-là de dire, on ne peut pas se permettre de perdre plus de médecins. Parce qu'il y a une pression politique. Le gouvernement, on a vu, il y avait un protocole. Okay? Il y a une pression politique, il y a un agenda politique, mais ultimement, il va y avoir des médecins qui vont quitter, la pénurie va être pire, parce que c'est ça vraiment le vrai problème. Puis les gens ne sont pas pris en charge, puis les gens vont être encore désabusés du système de santé. Puis ça, je suis plus capable. Je suis plus capable que des réformes sabotent notre raison. Si vous voulez, je peux même faire ce que je pense que c'est l'agenda politique. Tu voudrais-tu entendre ça? OK. Je pense que le ministre Dubé, ça allait pas bien en santé. Il savait, il y a un problème. Mais en même temps, il n'a pas le temps. Il ne peut pas se permettre de refaire une refonte de la première ligne comme il devrait se faire. Fait qu'il n'est pas populaire. Puis quand on chiale sur les médecins puis les gros salaires, c'est populaire. Les gens qui n'ont pas d'accès, ça leur parle. Puis je les comprends. On veut l'accès. Fait qu'il a commencé par dire, mais si je serre la vis des médecins, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, il y en a peut-être qui vont s'en aller au privé. Fait que je vais repasser un projet de loi. Le projet de loi 83. Qui va interdire les gens d'aller au privé, puis que même on va aller plus loin. Les étudiants en médecine qui sont formés ici, ils devront rester ici. Donc, on va essayer de garder les gens.
OK? Fait qu'une fois que ça va être fait, on va aller un petit peu plus loin. Là, on va négocier, mais on va mettre un projet coup de poing. Le projet de loi 106 qui va demander des cibles intenses, hein, comme je vous l'ai dit. Parce que si tu me dis, essaye d'inscrire tout le monde, on va essayer de le faire, on va trouver des moyens. Mais essayer d'inscrire tout le monde qui n'a pas de médecin, puis de les voir dans les 72 heures quand ils ont besoin, sans plus de ressources. Okay, c'est un peu comme le Dr Brault disait, là, c'est comme si tu demandes au médecin de marcher sur l'eau. Là. Pouce, mais pouce égal, là, soit dans tes cibles. Puis si tu n'atteins pas ces cibles-là, ben on va couper le salaire. Fait que là, on s'entend, nous autres comme médecins, on s'attend à être coupé de salaire parce qu'on n'arrivera pas avec des cibles aussi performantes. Fait qu'on va perdre 15-25% de notre salaire, fine. Hein? On accepte parce qu'on n'y arrivera pas. Puis après ça, promettre aux gens que tout le monde va être inscrit. Fait que le 1er janvier, il l'a déjà dit, il va envoyer une lettre aux gens. Vous avez un milieu de soins. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller à l'urgence. Vous pouvez consulter votre médecin de famille. Fait que le patient va recevoir sa lettre, il va être content, il va dire « Ah, la CAQ, il nous avait prévu, il nous avait promis ça, puis maintenant, pensez-vous vraiment qu'on va être capable de le voir? » On n'aura pas l'espace sans plus de ressources pour voir ça. On ne sera pas capable de relever le défi. Fait que le patient, il va essayer d'appeler. Ceux qui ont un médecin de famille, ils vont avoir moins d'accès. Ceux qui n'en avaient pas, ça va traîner. Ils n'auront pas plus d'accès, peut-être un peu plus. Puis finalement, avec les médecins qui vont perdre leur salaire, il y en a plusieurs là-dedans qui vont s'en aller, fait que la pénurie va être encore pire. Fait que pour moi, projet de loi 106, c'est le chemin vers encore une perte de médecins, puis on ne peut pas se permettre de perdre aucun médecin. Puis c'est surtout que, oui, le salaire, c'est un des facteurs que les médecins vont partir, mais c'est aussi tellement insultant de continuer à travailler au Québec si c'est comme ça qu'ils vont se faire traiter que je pense aussi que, puis vous êtes le meilleur pour le dire, là, mais les médecins, c'est pas juste pour évidemment, c'est un facteur, l'argent, mais c'est pas pour ça qu'ils vont partir. Je l'ai mis dans mon dos. Le gars de la FMOQ. Tu sais, c'est que on a un défi. On a un défi à faire. Puis je suis conscient qu'il faut le faire. Puis on a nos patients à cœur. On veut pas les nuire, puis on veut surtout pas dénaturer la médecine de famille. Parce que si on augmente la charge, imagine un pont à Montréal. C'est un pont à Montréal, il y a déjà du trafic. Ça marche, mais il y a du trafic. Puis tout d'un coup, tu augmentes de 20% le trafic, les orphelins, puis en disant, on ne change rien. Là. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Tu pourrais peut-être dire, parfois, on va rouler plus vite. C'est de rouler plus vite. Imagine les dangers, imagine qu'est-ce qui peut arriver avec ça. Fait que, tu sais, les gens ne veulent pas non plus arriver dans le bureau du médecin, puis on l'a vécu avec le CAP en disant, là, les amis, vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut presser, c'est une plainte. Parce que l'essence de la médecine de famille, c'est le lien. C'est de prendre le temps, puis oui, de savoir où est-ce qu'on est rendu. Ça prend du temps à construire une relation. Fait que tu ne veux pas non plus saboter la médecine de famille parce qu'il manque de médecins, parce que c'est un servicieux. Vous autres, comme étudiants en médecine, c'est ça qui est beau, la médecine de famille, c'est que vous avez le choix. Vous allez pouvoir appliquer dans quelque chose, vous allez pouvoir changer à un moment donné de carrière, il y a une flexibilité selon l'âge. Mais le lien avec le patient, il reste. C'est comme le bon vin, là. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu apprends à le connaître. Des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, on se comprend pas, mais à un moment donné, il arrive souvent un moment où, tu sais, on pogne un levier, puis on dit « Ah, là, je t'ai compris. Là, je saisis qu'est-ce qui est important pour toi, puis là, la relation change, puis on a du fun. » Mais essaie d'imaginer ça pendant 5, 6, 10, 15 ans. Quand tu vieillis avec tes patients, c'est comme du bon vin. Toutes ces expériences-là, c'est comme quand tu revois un ami du secondaire que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu renoues, tu continues à le suivre. Fait qu'il se développe quelque chose. Fait que je pense que la pratique se bonifie. On ne veut pas perdre ça. Parce qu'on se le dirait, là, si tu rajoutes d'un coup au Québec 2000 médecins de famille, là, on s'amuse. Là. Il y a bien des choses qu'on fait actuellement qui n'existent plus. Les AMP, écoute, c'est bien moins pertinent parce qu'à un moment donné, les gens aussi veulent travailler. Ils disent à Montréal, il y a plus de patients, j'ai de la misère, je vais aller ailleurs, je vais regarder. Mettons un médecin qui arrive dans une région, il n'y a pas de patients, tout le monde est pas mal casé, je vais faire de la publicité. Je vais m'afficher. Il faisait ça dans le temps, les médecins. Mon oncle était médecin de famille. Quand tu arrivais dans une ville, tu achetais une publicité dans le journal pour dire que tu arrivais. On n'a pas besoin de faire ça de nos jours. Imagine-tu? Il y a des médecins qui diraient peut-être, je vais peut-être travailler plus les soirs. Un peu comme un dentiste qui veut de la clientèle. Si je veux avoir un salaire, quelque chose, il va falloir que je travaille les soirs un peu, je vais en faire un peu plus. Fait que si tu instaures un phénomène comme ça, où il y en a plus, les choses se règlent. Le problème, c'est qu'on est dans un problème de manque, on est dans la rareté. Fait que quand tu es dans la rareté, dans le fond, puis l'autre problème aussi, c'est qu'il y a bien des jeunes médecins de famille qui sont à l'hôpital. Ici, on le vit en région, là, tous les gens, c'est les médecins de famille qui font l'urgence, c'est les médecins de famille qui font l'obstétrique, qui font les accouchements, c'est les médecins de famille qui font l'hospitalisation. Fait que, tu sais, les médecins de famille sont partout, ils font les CHSLD, ils font les visites à domicile.
Fait qu'ils sont déjà pas mal en établissement. Fait que c'est ça la différence avec l'Ontario. Fait qu'il faut retrouver un peu la première ligne, mais c'est difficile de le faire sans pénaliser les hôpitaux. Là. On est comme pris dans le manque. Fait que c'est ça l'idée. Comment qu'on va sortir de ça? Puis juste pour faire écho avec ce que vous venez de dire avec le lien du patient, nous, on a fait une interview récemment avec Dr. Joannette Pilon, qui vient de devenir patron il y a quelques mois. Puis nous, il nous parlait de comment c'était agréable de revoir un patient pour la première fois, parce que déjà le lien se tissait un peu plus. Puis il a dit que c'était tough le début de sa pratique, parce que tu apprends toutes des nouvelles choses sur tous les patients, mais que c'est tellement gratifiant de revoir un patient, puis d'avancer avec, puis de voir que tu as fait une différence dans sa vie, que là, il gère mieux ses médicaments, etc., etc. Mais que ça prend du temps de juste gérer ce lien-là. Tellement, puis vous n'avez pas accès à ça comme étudiant, parce que c'est rare, même dans votre stage en médecine de famille, vous allez revoir un patient à quelques reprises. Si vous en revoyez une couple, 2 fois, c'est beau. Puis, tu sais, on parle beaucoup des codes de couleur, là, ça a circulé, hein, les patients malades, pas malades, mais moi, j'ai pas ça pantoute comme opinion. Moi, j'ai plein de patients dans ma vie qui étaient pas malades, puis qui arrivent à un moment donné, ils pognent une dépression, leur conjointe meurt, leur conjointe pogne un cancer, puis là, c'est intense, ça va pas. Puis t'es vois souvent, t'es vois pendant 6 mois, t'es accompagnes, puis ils s'en sortent, puis ils trouvent une façon d'aimer la vie. Puis après ça, tu ne les vois pas pendant longtemps, puis là, ils reviennent parce qu'ils ont, mettons, ils ont un nouveau bébé ou quelque chose, puis là, c'est une nouvelle joie. Mais souvent, dans la vie d'un patient, c'est comme ça. Il y a des tuiles qui arrivent, puis une annonce de cancer, il allait tout le temps bien, mais là, il y a un cancer. Là, tu les accompagnes, tu les suis, puis à un moment donné, ils sont en rémission, puis c'est beau. Puis là, tu es content de les voir en rémission, puis qu'ils profitent de la vie, puis là, ils arrivent à un moment donné avec une petite douleur à la hanche, puis là, tu sais qu'ils ont eu un cancer. Puis là, tu te dis, écoute, je veux pas prendre de chance pour vous. Un infarctus, même chose, fais un infarctus, je dis pendant je sais pas combien d'années de pas fumer, puis là, il arrive un infarctus, puis il dit, ah, pas vous, puis là, il est motivé, il arrête, il fait ses affaires, il bouge, il va au gym. J'ai eu un cas, là, un patient comme ça qui était toxicomane, qui prenait pas soin de lui, puis je l'ai revu là, une couple de mois, puis il avait tout changé, puis il prenait soin de lui, puis sa valeur, c'est de voir ses petits-enfants grandir. Fait que c'est ces success stories-là, mais c'est aussi pour ça que c'est pas des pastilles de couleur, parce que tout le monde, à quelque part dans sa vie, peuvent devenir rouge. Puis quand ça se met à bien aller, ça devient vert. T'sais, c'est une minorité de patients qu'on voit tous les mois, puis que c'est tout le temps comme ça. Donc, vous avez parlé de plusieurs solutions, notamment dans une des lettres que vous avez écrites avec une de vos collègues. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus des solutions que vous trouveriez envisageables? Tout à fait. Ben, de un, il faut que je le nomme, il faut arrêter le projet de loi 106. T'sais. Puis de deux, c'est beaucoup... Mettons que je serais un boss d'une compagnie. Là, je regarde le ministre de la Santé. Pour moi, c'est de la vieille gestion. Je regarde Steve Jobs, je regarde des gens qui sont capables d'aller chercher le meilleur des équipes sur le terrain. Ça prend une vision comme ça pour le système de santé. Il faut vraiment un style de gestion qui est différent, qui est plus axé décentral sur les petits succès, les petites équipes, valoriser les gens sur le terrain, leur donner des défis, mais leur donner les outils aussi, puis essayer de voir comment on peut aller chercher les solutions porteuses. Fait que pour moi, on abandonne le projet de loi 106, puis on change complètement le discours, puis on fait un sommet un petit peu de la santé. Ça peut pas, on n'est pas obligé de faire ça là, à Charlevoix avec des coûts. Là. Ça peut être des sommets en ligne, ça peut être des façons, on a des outils dans le fond, mais pour mettre des gens autour de la table, puis pour donner une occasion aux chercheurs, comme Dr Breton, des gens qui connaissent la première ligne, les différents syndicats, les gens du terrain, Santé Québec. Si on a une opportunité, Santé Québec vient de commencer. On les met ensemble, des cliniciens aussi, puis on essaie de dire c'est quoi les objectifs pour la première ligne. Parce qu'on sait que les pays qui fonctionnent bien dans le monde, ceux qui ont un système de santé efficace, ils ont une première ligne forte. T'sais, c'est l'opposé des États-Unis qui est privé. Privé, ça coûte cher, ça ne marche pas. Il n'y a pas des bons indicateurs de santé. Fait que, on veut s'éloigner de tout ce qui est hospitalo-centrique, de tout ce qui est privé. On veut un système accessible, mais repensé, où il y a plus de prévention, plus d'accès, plus de travail d'équipe. Mais vous savez comme moi, là, comment que l'accès fonctionne. Quand il n'y a pas de médecin de famille, c'est l'urgence, puis ça ne fonctionne pas parce que les coûts qu'on donne à l'urgence, ils coûtent plus cher. C'est plus... On l'a dans les études, quand tu rentres à l'urgence, tout coûte plus cher. On veut que ça se fasse en première ligne. Mais si tu n'as pas de médecin de famille, ça prend un accès. Puis là, actuellement, les horaires des médecins sont pleins. Mais est-ce que chaque rendez-vous dans l'horaire des médecins est vraiment pertinent? OK? Fait que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui rentre dans l'horaire des médecins? Je te donne un exemple. J'ai un enfant qui fait de la fièvre depuis ce matin.
on prend ses signes vitaux, sont beaux. Est-ce qu'on peut vraiment l'aider beaucoup? C'est difficile. À moins qu'il soit en méningite, puis ça, c'est évident normalement. Est-ce qu'on peut trouver une façon qu'on gagne en pertinence? On a quelqu'un qui prend un rendez-vous parce qu'il dit « j'entends mal de l'oreille droite ». Et là, finalement, on regarde dans l'oreille et il y a un bouchon de cire. Ah, ben parfait, on va nettoyer ça. Est-ce que j'étais la personne la plus utile? J'ai un mal de genou depuis une semaine après avoir joué au tennis. Mon genou il est enflé un petit peu. Je vais aller voir mon médecin. Est-ce que ça prend vraiment un rendez-vous pour le médecin ou ça aurait pu être vu par le physio? J'ai un trouble avec mon boss, il est vraiment gentil, il m'a vraiment traité mal. Là, depuis ce temps-là, je pense juste à ça, je pleure, j'ai plus le goût de rentrer, je me sens tout croche, je dors mal. Est-ce que ça prend vraiment un médecin de famille ou il pourrait avoir une intervention qui soit faite par le travailleur social? Fait que quand on commence à regarder ça, on ne peut pas blâmer les gens. Les gens qui ont un médecin, on le connaît, on a un lien, on le fait très bien comme médecin de famille. Et puis tous les cas que je vous ai nommés, j'adore les faire parce que je suis le patient. Mais si on manque de ressources, est-ce qu'on pourrait les identifier et dire, pour ton besoin à toi, on devrait aller voir un autre professionnel de la santé? Et là, ça amène le concept du pré-triage. Il faut sortir du modèle parce qu'à chaque fois qu'on a un bobo, on prend la ligne et dit « je veux voir mon médecin ». C'est de valeur, mais c'est plus « quel est votre besoin? Comment que je peux vous aider aujourd'hui? » Ça prend une personne qui fasse ce triage-là. Ça peut être fait par l'intelligence artificielle, le système Navic qui propose ça, puis il va être établi dans les GMF. Donc, le système, il pose des questions, puis avec ça, il donne un niveau de priorité, puis un professionnel de la santé. Fait que ça, c'est bon. Le patient pourrait appeler en ligne même, puis même compter sa condition avec l'intelligence artificielle, puis ça ferait un résumé. Puis là, on pourrait regarder avec mettons une infirmière clinicienne, une infirmière qui regarde les journées, puis dire « ah, ça, je pense qu'avec les symptômes, on serait mieux de faire voir ça à l'infirmière clinicienne en premier. Ça, on devrait faire voir ça au TS en premier. » Fait que si on faisait ça, on arriverait à orienter le bon patient au bon endroit, puis à faire un peu de place pour que vraiment que le cas, les cas médicaux soient vus par le médecin quand c'est pertinent. Fait que j'y crois beaucoup l'évaluation avant le triage. Mais pour ça, ça prend aussi de l'accès adapté. C'est-à-dire que tous les professionnels de la santé doivent se rendre disponibles. Puis ça nous amène aussi avec la relation avec les spécialistes. Si on a un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque, qui est plus essoufflé depuis 3 jours, c'est important que lui, qui est suivi et qui est connu, devrait pouvoir aussi avoir accès pour sa condition. Un patient qui a eu une chirurgie récente ne devrait pas avoir à passer par l'urgence pour voir un chirurgien ou un chirurgien de l'équipe. Les patients qui sont suivis en psychothérapie, s'ils ont une détérioration, est-ce qu'on pourrait créer de la place pour les urgences? Donc, vous comprenez que l'accès en court délai, c'est pas quelque chose qui doit être juste avec la médecine de famille. C'est vrai pour les optométristes, c'est vrai pour les physios, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les spécialistes. Fait qu'il faut développer une espèce de forme d'accès en court délai pour tous les professionnels de la santé. C'est une responsabilité qui est partagée. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut travailler mieux en équipe? Moi, ce que je réalise quelque chose, c'est que on n'a pas besoin, si le patient est là, puis il vient voir, mettons, mon infirmière clinicienne, pour un suivi de haute pression, puis by the way, il est un petit peu plus essoufflé. Elle peut venir me chercher, puis moi, j'adore ça quand il me texte ou qu'il m'appelle. Je viens évaluer le patient, je m'assure qu'il n'y a pas de catastrophe, je demande des examens, et l'infirmière va faire les requêtes, va faire les trucs. Ça va me prendre beaucoup moins de temps que si je le fais revenir la semaine prochaine pour un rendez-vous complet. Donc, on peut bénéficier comme ça du travail d'équipe, d'aller chercher l'opinion, puis de sauver du temps. Fait qu'on voit des fois le pyramidal. C'est sûr que je veux pas de la médecine McDo. Mais quand on travaille en équipe et qu'on se fait confiance, on n'est pas obligé de tout refaire l'histoire. Puis ça peut permettre de voir plus de gens. T'sais. Il y a ça. Il y a les conseils aux patients. Vous savez comme moi, il y a combien de patients qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'ai vu mon médecin. » Pas trop compris. Il m'a dit si c'était correct, je sais pas trop ce que j'ai. Il m'a dit de revenir si ça allait pas mieux. Puis il revient 2 jours après parce que son mal de dos va pas mieux. Ça, c'est une perte, dans le fond, d'efficacité. C'est une comment on pourrait dire, quelque chose qui n'est pas cost-effectif pour le système. Fait que des bons conseils, on gagne, puis il y a une grande partie de la population qui a une littératie faible, qui ont besoin d'images pour comprendre, puis tout ça. Donc, moi, je me suis impliqué dans un projet qui s'appelle Top Conseil, où lorsqu'on voit un professionnel de la santé, on peut envoyer une vidéo après sur c'est quoi votre condition, quoi surveiller. Parce qu'on ne veut pas non plus que les gens disent « Ah, il m'a dit que ce serait correct », puis que là, finalement, il est en train de faire un AVC, puis que ça ne va pas. Fait que j'appelle ça le suivi post-consultation. Je pense que c'est très important. J'ai-tu d'autres solutions? Bien, il y a une grande partie de ce qu'on voit en première ligne qui est de la santé mentale. Tu sais, j'estime 30 à 40%
de ce qu'on voit qui est de la santé mentale. Je ne comprends pas pourquoi que dans une clinique GMF, selon un cadre GMF, on a un travailleur social. On a beaucoup plus d'infirmières que de travailleurs sociaux, alors que pourtant, il y a une grande partie de nos cas qui est liée à la santé mentale, puis ça prend quand même du temps, rendez-vous médecin. Fait qu'est-ce qu'on serait capable, dans le fond, d'avoir plus de travailleurs sociaux, ou à la limite, est-ce qu'on peut couvrir, parce que quand quelqu'un me voit, on me paye. Est-ce qu'on pourrait payer quelqu'un d'autre pour être vu, comme par exemple la physio privée? Est-ce qu'elle pourrait avoir une allocation pour voir un patient lorsque on a déterminé par une évaluation que ça prenait un rendez-vous avec la physio pour un mal de dos, un mal de genou? Vous savez, ces conditions-là, la plupart du temps, le médecin ne fait pas grand-chose. C'est le temps qui arrange les choses. Mais c'est sûr que les exercices, le renforcement, ça va aussi bénéficier. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte que si on juge que ça prend une physio, la physio soit couverte après une évaluation. Si on juge que ça prend un psychologue ou un travailleur social, ça soit couvert même au privé. Donc, une certaine façon de dire, on n'est pas obligé de mettre plein de ressources dans un GMFU, payer plus ou un GMF, mais qui est quand même après une évaluation des services. Fait que ça, j'y crois beaucoup, beaucoup aussi. Puis il ne faut pas perdre le lien. Il ne faut pas demander au médecin d'en faire plus. Je pense qu'il faut juste travailler mieux, il faut travailler plus en équipe. Puis on ne veut pas non plus une médecine où ce qu'on va dire, il faut voir les gens en 15 minutes, parce que ça serait quoi l'intérêt de la médecine de famille si ce qu'on fait, c'est régler une plainte? On n'est pas là pour ça. Les listes d'épicerie, pour moi, c'est efficace quand je vois un patient au bureau de gérer la liste d'épicerie, parce que si je le fais bien, il n'y aura plus besoin de me voir peut-être pendant longtemps. On va l'avoir. Fait, c'est sûr qu'il y a des impératifs de temps. On ne peut pas se permettre de prendre 1 heure par patient dans un système où il manque 2000 médecins de famille. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps qu'il faut quand on en a besoin? C'est ça le jugement. T'sais, quand un patient qui pleure, quand un patient qui a besoin, c'est son moment à lui. Est-ce qu'on peut prendre le temps? Surtout avec la population qui vieillit, c'est pas vrai même si tu veux aller vite, ça va pas être efficace. Là. Il faut prendre le temps, surtout avec la population, puis la population ne fait que vieillir, là, dans le sens que je pense que c'est pas la solution non plus d'aller rapidité tout le temps. Là. Tout à fait. Fait que tu le dis, la population est vieillissante. On veut pas qu'elle aille à l'hôpital. Fait qu'il faut augmenter aussi les services pour les maintenir à domicile. Puis de nos jours, on a la technologie qui permet d'avoir des machines à pression qui communiquent avec, mettons, l'ordinateur, qui prennent les signes vitaux, des balances qui communiquent avec l'ordinateur, des systèmes de chat. Fait que si les signes vitaux sont pas beaux qu'un patient qui quitte l'hôpital, on peut avoir, dans le fond, ces signes vitaux, mais aussi le patient, on peut lui parler à travers une tablette. Fait qu'est-ce qu'on est capable d'utiliser les technologies pour suivre les gens à domicile? Comme ça, une infirmière qui aurait, je sais pas moi, 20 patients à suivre, elle peut voir les signes vitaux que le patient prend chez lui, puis si le patient va pas bien, il met une petite alarme, je ne vais pas bien, elle peut l'appeler, puis elle peut prioriser dans sa journée sans passer puis les voir. Fait que la technologie pourrait aider. Mais c'est sûr que d'investir dans les soins à domicile, ça va être important. Fait que, puis je ne l'ai peut-être pas dit, mais la prévention, tu sais, quand on parle de mode de vie, les saines habitudes de vie, tout le monde en parle. Il ne faut pas fumer, il faut bouger, tout ça, mais en même temps, c'est la responsabilité de personne. Je pense pas que c'est la responsabilité unique des médecins de famille. Je pense qu'on a notre rôle parce qu'on est des conseillers, puis souvent, il n'y aura pas une pilule qui va être aussi puissante que le changement de l'habitude de vie. Fait qu'on a un rôle. Mais est-ce qu'on peut en parler plus dans les écoles? Est-ce qu'on peut, justement, on apprend plein de choses à l'école, mais est-ce qu'on apprend vraiment comment prendre soin de notre santé? Est-ce qu'on l'apprend assez? Est-ce qu'on va financer les GLP-1, les médicaments pour perdre du poids? Si on le faisait, là, il y a 25% de la population québécoise qui a l'indication, ça coûterait 6 milliards. On sait qu'on va récupérer, mais est-ce qu'on essaie aussi d'avoir des structures pour que les jeunes vont pouvoir plus bouger puis apprendre à bouger, une littératie sportive, pas juste jouer au hockey, mais toucher à plein de sports parce que c'est disponible, c'est accessible dans les communautés. Le budget ne sera pas infini, mais chaque dollar qu'on investit en prévention, ça permet de récupérer 7 $. Fait que si on est intelligent, on va finir par récupérer cet argent-là. Mais c'est sûr que les besoins en santé, c'est infini. Il va falloir faire des choix. Mais je pense que les gens, actuellement, ils veulent un médecin de famille. C'est juste qu'il faut apprendre à travailler mieux en équipe et à mieux prioriser. Merci beaucoup, Dr. Picotte, de nous avoir rencontrés aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, mais c'est surtout à vous que je veux dire merci parce que vous apportez de la fraîcheur. Vous êtes les étudiants en médecine, vous êtes les médecins de demain. Fait que de venir vous intéresser comme ça à la réalité terrain alors que vous êtes encore aux études puis vous avez 600 pages à lire pour lundi, je suis flabbergasté. Merci.